Histoire de Jedi. En partenariat avec Yaniro. Est-ce que tu as dîné avec Berlusconi? Est-ce que c'est ça le fond de l'histoire? Non, mais voilà, j'ai quand même beaucoup observé des personnes comme Donald Trump. J'ai lu le livre de Donald Trump. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexis Eve et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent 1000 épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute. Bonjour Milan. Bonjour. Écoute, je suis ravi aujourd'hui de t'avoir en interview sur le podcast pour ce format un peu spécial où on va parler donc du sujet qui toi te passionne le plus, sans revenir sur toute l'histoire un petit peu de ton entreprise. Quelques mots sur ton entreprise. Donc tu es le fondateur de Cépage. Est-ce que tu veux nous brosser en quelques secondes, quelques minutes, qu'est-ce que ça fait Cépage? C'est quoi l'histoire? Oui, Cépage est une entreprise qui propose des logiciels d'intelligence artificielle qui permettent d'analyser les données de comportement d'utilisateurs en ligne, notamment dans le secteur du tourisme, et qui propose donc des logiciels à des acteurs de tourisme pour optimiser les parcours clients sur le site, pour personnaliser, pour mieux vendre, pour faciliter la vie des utilisateurs, faire plein de choses avec la donnée et l'intelligence. Voilà. Et donc vous avez fondé Cépage il y a combien de temps? Nous avons fondé Cépage en 2013. Entre-temps, nous avons eu plusieurs prix en France, à l'international. Nous avons séduit des clients importants. Et finalement, en 2017, nous avons vendu Cépage à un acteur aussi de voyage, un acteur de logiciel de voyage qui était, on va dire, 10 fois plus grand que nous. Et donc, à l'heure actuelle, donc effectivement, vous avez été acquis l'année dernière. Combien il y a de collaborateurs à Cépage? Quand on a été acquis, nous étions 10. Ok. Donc ça, c'est pour dresser un petit peu le tableau. Et autre fait important à rajouter dans ce tableau, tu es toi-même docteur et tu as beaucoup travaillé sur l'une des technologies qui est à la base de l'offre de service de Cépage, qui est donc sur les sujets de web sémantique. Tout à fait. Moi, j'ai fait une thèse en web sémantique à la Sorbonne. J'étais beaucoup impliqué dans le milieu académique et je reste impliqué. Donc effectivement, l'entreprise a démarré sur mes travaux, mais a continué à faire des travaux, a continué à maintenir une composante recherche, à avoir des chercheurs au sein de l'entreprise. Nous avons eu un doctorant qui va bientôt finir sa thèse sur des sujets qui sont des sujets d'entreprise, voilà, des technologies pour le voyage. Et alors, donc, de quel sujet est-ce que tu voulais qu'on parle aujourd'hui? Quelle est la discussion que tu veux qu'on ait en pensant aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent? Je pense qu'on peut dire des choses intéressantes sur la transition entre un profil de chercheur vers le profil d'entrepreneur. On peut dire des choses intéressantes sur ce que c'est la réussite, sur un parcours d'entrepreneur et des questions qu'on doit se poser lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on la développe, lorsqu'on arrive à des réussites et des échecs. Voilà. Donc oui, cette question de profil entrepreneur et chercheur, qui sont pas les mêmes mondes au démarrage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de porosité entre les deux, sont assez importantes. Toi d'ailleurs, tu étais fondateur unique de Cépage ou tu as eu des associés au démarrage? Alors, j'aime pas beaucoup cette distinction parce qu'elle ne peut pas être faite de manière ferme. C'est vrai que j'ai immatriculé l'entreprise seul. C'était une SASU. Mais après, c'est pas pour ça que je peux dire d'avoir été le fondateur unique. Je considère que certains salariés, notamment Thomas, qui ont rejoint l'entreprise très tôt, ont contribué à un point colossal, à la fois par l'investissement personnel et même avec l'investissement en termes d'argent après, et que donc ils ont été, surtout Thomas, je le considère cofondateur, même si, voilà, techniquement parlant, c'est moi qui a créé l'entreprise. Mais ce qu'on peut dire dans le prolongement, en tout cas, c'est que
tu as bien évidemment un profil qui a des facilités techniques, notamment parce que tu étais à l'origine d'une des parties de ce qui a fait la base de Cépage, mais que tu as aussi endossé une grosse partie du costume business qui est essentiel pour développer une entreprise. Tu ne l'as pas laissé à un autre cofondateur. Tout à fait. J'ai subi, si je peux dire subi, cette transformation. Si tu regardes mon historique de photos de profil LinkedIn, tu pourras voir clairement un changement. Au début, c'était une image de chercheur un peu, peut-être un peu rêveur, peut-être un peu idéaliste, avec des cheveux longs. Voilà. À la fin, c'était cheveux courts, costume, cravate. Bon, et là, les auditeurs le voient pas, mais tu as les cheveux mi-longs et une chemise sans cravate. tu es entre les voilà. deux. C'est des compromis qu'on doit faire. On va apprendre à les faire dans le business, alors qu'en science, en général, on ne fait pas de compromis. Voilà, c'est une des différences. Alors, on va peut-être repartir du tout début, parce que c'est pas inintéressant. Donc, tu es en cours de thèse sur ce sujet. Est-ce que tu avais, depuis le début, l'intention et l'envie d'aller lancer un projet à dominante business, donc qui a vocation à toucher à la rentabilité, à des sujets comme ça, ou pas? Oui, je peux dire honnêtement que depuis toujours, je voulais créer un business. Avant d'avoir décidé de faire une thèse, j'ai décidé qu'un jour, je ferais une entreprise. Maintenant, les deux m'ont intéressé. J'ai les deux passions, pour le business et pour l'informatique et pour la science qui est l'informatique, à laquelle je pense en France on accorde peu d'importance malheureusement, alors que c'est très important. Donc oui, j'ai toujours eu cette intention. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ma thèse en format de thèse CIFRE. Et j'ai fait ma thèse dans une start-up qui s'appelait Ipios à l'époque. Et donc, ça m'a permis vraiment de commencer à m'imprégner un peu de ce monde des startups, d'apprendre comment on gère, comment on crée, comment fonctionne une startup. J'avais toujours ça en tête, oui. Et donc, là, on est quelque part dans une histoire où tout roule, où tu fais ta thèse dans un milieu startup, ce qui te permet de à la fois travailler le côté technique, qui sera le socle de ta future entreprise, et de connaître l'environnement. Quel est le premier moment dont tu te souviens où tu commences à faire « Ah, c'est pas exactement comme j'avais cru que ça allait se passer, c'est un peu différent ». Oui, c'est peut-être le moment où cette start-up est arrivée à... Startup Ipios. Startup Ipios, oui, est arrivée à des impasses sur le marché, à avoir des difficultés vraiment à commercialiser son offre. Et il se posait la question, est-ce qu'elle va pivoter, vers quoi? Est-ce que les technologies que j'avais développées peuvent servir à être une partie d'un nouveau business model? Et c'est là où il y a eu un grand intérêt de certaines personnes que j'ai connues dans le milieu industriel pour ces technologies, pour les tester, notamment dans le milieu de publicité en ligne, mais l'entreprise n'avait pas la capacité d'y aller. Il a fallu des capitaux, il a fallu un accord entre 127 actionnaires qui n'étaient pas forcément d'accord avec rien. Et donc, c'est là où j'ai vu que, si je veux vraiment mettre mes technologies et mes recherches au profit d'un monde un peu plus large, il va falloir que je m'en occupe personnellement. Et c'est là où j'ai décidé qu'après la fin de ma thèse, je vais créer une entreprise. Et donc, j'ai créé une entreprise qui ne faisait pas concurrence à l'ancienne, parce que je voulais pas faire ça, mais qui restait toujours dans dans la continuité quelque part des approches, sans forcément faire la même chose. Voilà. Donc c'est le point de départ de la forme de Cépage, même si l'envie de business était là, c'est de se rendre compte que l'asset technologique sur lequel tu travaillais a beaucoup de valeur sur beaucoup de marchés, mais peut-être que c'était plus rapide ou plus efficient de pas commencer avec 127 actionnaires voilà. Day One. C'est exactement ça, et c'était l'idée c'était quand même cette envie de s'en occuper moi-même d'une percée commerciale. C'est clair que ça a posé une difficulté qui est que je ne pouvais pas réutiliser tout ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait appartenait à l'entreprise où j'étais, et ça, je pense que beaucoup de créateurs d'entreprises techniques et chercheurs vont rencontrer s'ils sont dans un labo.
c'est que leur recherche appartient au labo. Donc, soit ils peuvent s'accorder avec le labo des licences d'usage, ce qui était difficile avec les 127 actionnaires que j'ai eus, soit ils créent quelque chose un peu from scratch, quelque chose de nouveau. Toujours, ce qu'ils ont fait, ça leur sert, évidemment. Ce sont des approches qu'on a acquis et qu'on réplique. Mais ils doivent créer une nouvelle technologie quand même à partir de zéro. Et moi, j'ai préféré ça. C'est pour ça que j'ai abordé un nouveau domaine qui était le tourisme, avec ses propres challenges, qui étaient pour moi une découverte, des choses que j'ai dû apprendre, comprendre, qui étaient complexes et qui ont nourri aussi la créativité et la création des nouveaux logiciels. Dans le milieu startup, on a tendance à figurer, on va dire, deux archétypes de fondateurs et de membres d'équipe en général. Un profil très business qui recouvre des réalités commerciales, marketing, parler aux investisseurs, etc. Et un profil très technique qui s'occupe du produit ou du service et éventuellement de l'expérience utilisateur, pas toujours. Toi, donc, tu as entamé à peu près à ce moment-là un apprentissage d'une deuxième langue, oui. que tu avais déjà un peu en tête. Comment ça s'est passé donc C'était déjà en créant l'entreprise, je savais qu'il me faut cette nouvelle dimension. Il me faut acquérir une nouvelle dimension qui est le commercial et le business. Donc j'étais conscient de mon comment. Donc j'ai pris un cours marketing. À la chambre de commerce, il y avait des cours pour les créateurs d'entreprises qui étaient très bons. J'ai eu vraiment la chance d'une formatrice exceptionnelle en marketing stratégique. J'étais sensibilisé déjà pour ces sujets, mais quand même, ce cours a été utile pour moi pour me sensibiliser pour cette nouveauté. Maintenant, la vie opérationnelle, c'est bien d'avoir des cours, mais on se rend compte que on crée des problèmes au quotidien. On rencontre des véritables problèmes à la fois dans le management et je dirais peut-être il est plus facile pour un chercheur de comprendre le marketing stratégique, la communication, sont des choses quand même relativement techniques qu'on peut comprendre et apprendre à les maîtriser. En revanche, le management, c'est de l'expérience. Et c'est là où peut-être j'ai fait le plus d'erreurs, c'est là où j'ai fait le plus de difficultés et de traumatisme peut-être même, avec certains salariés. Voilà. Est-ce que d'ailleurs c'est un sujet, est-ce que tu penses qu'un profil plutôt qu'à la couleur business arrive mieux armé sur la question du management qu'un profil technique voire recherche, ou qu'en fait finalement le management c'est toujours une question d'expérience et que tout le monde apprend sur le tas? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que nous avons eu l'occasion de travailler avec une école de commerce qui s'appelle Noventia. Je ne sais pas si elle s'appelle toujours Noventia, mais à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et nous avions eu des étudiants de cette école qui ont travaillé sur une étude de cas pour nous. Donc, j'ai pu voir comment réfléchissent les étudiants en business. Et maintenant, quand j'écoute ta question, ça me rappelle à cette période où, effectivement, je pense qu'ils auraient eu les mêmes difficultés que moi. Je pense que certainement, ils sont sensibilisés peut-être plus pour les problèmes qu'ils vont affronter, mais pouvoir les résoudre, c'est quand même l'expérience qui compte beaucoup. Et dans le business, malheureusement, ça coûte cher, l'expérience. Et est-ce que tu te rappelles du premier moment, alors soit vers le marché, soit vers l'interne, donc les équipes que tu as embauchées, où tu t'es vraiment rendu compte qu'il allait falloir que tu développes encore plus cette nouvelle posture, qu'il allait falloir que ça s'arrange? Oui, je pense que c'était un moment quand j'étais dans un salon. C'était un salon professionnel, des professionnels de tourisme. C'était le premier auquel j'ai assisté. Il y avait peut-être 300, 400 personnes des différentes agences de voyage, des compagnies aériennes, voilà. Et c'était un salon où j'étais outsider. J'étais clairement outsider. Je connaissais presque personne. Et pour moi qui a
assisté à tous les grands congrès scientifiques de mon domaine, qui a été dans le comité d'organisation de plus grands et plus importants congrès, où il n'y avait pas de congrès important qui passait sans moi, être outsider était très très difficile. C'était une vraie expérience frustrante. Je me souviens de cette journée après avoir retourné à la maison, j'étais fâché contre moi. Comment je peux être outsider? Comme si toute cette vie que je menais avant servait à rien, tu vois. Donc clairement, ça m'a beaucoup marqué. J'ai compris qu'il faut que j'apprenne à communiquer autrement dans le milieu professionnel avec le professionnel de tourisme. C'est pas le même code de communication. C'est pas parce qu'on se connaît qu'on est amis. C'est pas parce qu'on est amis qu'ils vont acheter mes solutions. Voilà, que c'est d'autres codes, d'autres règles de fonctionnement et qu'il faut que je m'adapte. Est-ce que je rebondis sur ce que tu viens de dire? Est-ce que tu penses que pour les personnes qui nous écoutent, qui se posent justement la question d'apprendre une nouvelle langue dans un sens comme dans l'autre, hein, parce qu'on pourrait avoir tout à fait des profils business qui développent la partie technique, même si c'est un peu plus rare. Oui. Est-ce que tu penses que la question de l'ego est importante? Parce que là, tu le dis très bien, dans le domaine scientifique et de recherche, tu existes puissamment, et là, tu rentres dans un milieu où personne ne t'attend. Oui, je pense, et ego est très important à la recherche et dans le business, dans les deux. Et je pense d'ailleurs que les deux mondes sont quelque part régis par les mêmes motivations. C'est-à-dire qu'on devient scientifique parce qu'on veut faire quelque chose d'utile, on veut impacter le monde, on veut faire avancer la connaissance, avancer le monde. Et quand on crée une entreprise, on la crée certes pour gagner de l'argent, mais c'est surtout la création qui nous motive et la volonté que nous, donc notre ego, soit à l'origine de quelque chose qui fait avancer le monde, pour le coup le monde du business. Donc le terrain de jeu est différent, mais la motivation et l'importance de l'ego et de jeu dans l'affaire est très importante. Maintenant, il faut apprendre à gérer cet ego différemment, voilà. On en parlait un petit peu avant l'interview, tu me disais, je trouve ça assez drôle, que un des sujets pour toi, ça a été non pas de réduire l'ego et l'arrogance du chercheur, mais de la peaufiner pour la transformer en l'arrogance du businessman, quelque part, qui est beaucoup plus efficient. Tu veux nous en parler un peu? Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est intéressant, qui va un peu choquer, mais parce que l'arrogance, en général, on considère que c'est quelque chose de mauvais. Or, si on regarde les grands businessmen, si on regarde Donald Trump, si on regarde Silvio Berlusconi, si on regarde les businessmen français, c'est une arrogance assumée, incarnée et presque une arrogance professionnelle. Voilà. Donc un chercheur qui est humble, qui se doute, qui toujours questionne tout, voilà, les outils d'un chercheur, c'est quand même des outils scientifiques de doute, de scepticisme, voilà. Et le plus il est comme ça dans les doutes et dans le scepticisme, le meilleur chercheur il est, donc il s'affirme à travers les doutes. Or, un entrepreneur, il affirme son ego avec l'arrogance. Donc il faut apprendre, quand on fait cette transition, il faut apprendre à simplement ne pas toujours se justifier, à dire dans des réunions, assumer, dire non, je ne veux pas ça. Non, vous n'aurez pas ça, ce prix-là. Non. Se lever, quitter la réunion, brusquement, avec toute l'arrogance. Voilà, il faut apprendre à faire ça. Il m'est arrivé, un peu par hasard, d'apprendre cette nuance avec certains clients. Parce qu'évidemment, quand vous faites des rencontres commerciales, vous proposez une offre, vous faites un devis, vous comptez toujours sur une phase d'après de négociation où vous serez amené à faire une réduction, baisser un peu le prix, donc vous laissez un peu de marge. Sauf, il m'est arrivé avec un client qui m'a dit mais qu'est-ce que c'est ces prix-là? Qu'est-ce que vous imaginez? C'est trop cher. Alors là, j'avais pas le choix. Je pouvais pas baisser le prix. Donc je lui ai dit mais qu'est-ce que vous imaginez vous? Qu'un docteur en informatique, il va travailler pour ce prix-là. Mais allez chez Capgemini, vous aurez un stagiaire pour ce prix-là.
Et alors, ce client, il a payé le prix total. Il n'a pas eu la réduction parce qu'il avait honte même de le demander. De s'être opposé. Voilà. Donc, quelque part, c'est là, un peu par hasard, que j'ai appris que l'arrogance dans le business, elle a sa place. Et elle vaut quelque chose. Elle vous permet d'obtenir le meilleur prix, les meilleures conditions, de négocier. Ça n'étonne donc pas que les businessmen les plus connus sont connus par leur arrogance. C'est un outil comme le doute qui est l'outil de chercheur, l'arrogance est l'outil d'entrepreneur. Sur cette question là du prix d'un docteur en informatique, ça me fait penser parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment early stage, qui ont des problématiques inverses, en fait, qui se vendent beaucoup trop peu cher. Et quelqu'un que je connaissais qui fait régulièrement affaire avec des entrepreneurs et qui se bat aussi pour les aider à augmenter leur prix, même quand c'est lui qui paye, leur disait avec une version un petit peu pareil, pas politiquement correcte, de dire non mais est-ce que vous vous rendez compte que là au prix que vous me demandez, je paye à peu près ma femme de ménage ce prix-là. Ça veut pas dire que ma femme de ménage fait pas du très bon travail, mais ça veut dire que quelle est la hauteur de la valeur que vous vous donnez à vous-même et sur ce que vous apportez. Voilà, c'est très important et c'est toujours important aussi de se poser la question, est-ce que tout ce qu'on a fait et ce qu'on mobilise pour produire un service ou un produit, par exemple, on mobilise du personnel qualifié qui a coûté cher à former, qui aujourd'hui doit être payé correctement, voilà, on peut pas se permettre de les payer pas cher. Et même si on peut avoir des subventions d'État, il faut pas les compter. Il faut se poser la question, voilà ce que je mobilise en termes d'intensité d'investissement qui a précédé à ma production. Est-ce que je peux vraiment le valoriser dans un contexte de marché que je suis en train d'attaquer, où j'attaque un marché où les marges sont faibles, où en fait je ne peux pas placer de tels produits qualitatifs. Est-ce qu'il y a de la place? C'est très intéressant. Nous, on a été confrontés à cette problématique lorsque j'ai rencontré les dirigeants des deux plus grands acteurs de tourisme asiatique, de Ctrip et Make My Trip. Ce sont des agences de voyage en ligne en Chine et en Inde qui sont colossales, qui dépassent par le volume de nombre d'utilisateurs. Ils dépassent de plusieurs fois Voyage SNCF et les acteurs français. Et j'ai vu que, je croyais que c'était un potentiel. Je les ai rencontrés à un salon à Los Angeles. Mais j'ai vu qu'en fait, la valeur de l'utilisateur chez eux est très faible. Elle est tellement faible que s'ils me payaient une fraction de ce qu'ils gagnent par utilisateur, je ne peux même pas payer le serveur qui fait tourner mon algorithme. Et parlons pas de mes chercheurs et mes ingénieurs. Donc, il faut toujours se poser la question de l'intensité des recherches, de ce qu'on investit et de est-ce qu'on peut se faire payer. Oui, parce que dans ce cas-là, ça veut juste dire que c'est pas possible comme ça. C'est tout. Voilà, il faut le faire autrement. Il faut s'installer en Chine, avoir un centre local, des gens moins payés parce que là-bas c'est un autre standard. Voilà, il faut faire autrement. Mais avec notre modèle, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Il faut toujours être clair avec soi-même de ce qui est possible. Et j'aime bien l'exemple que tu prends sur Donald Trump et Berlusconi qui sont volontairement un peu forts parce que il y a un petit sujet quand même du profil Einstein versus Donald Trump ou bien justement arriver à parler les deux langues. Notamment parce que c'est quelque chose qui est quand même toujours source de friction dans les entreprises en général et dans les petites entreprises en particulier. Quel conseil tu donnerais, toi, alors soit à des Donald Trump qui considèrent des Einstein, soit l'inversement, ou soit des qui essayent de parler les deux langues, vraiment de ton parcours, de tout que toi tu as vécu, d'essayer de concilier les deux. C'est quoi le plus important à garder en tête pour toi? C'est difficile. C'est difficile à répondre à cette question parce que ça dépend vraiment de chacun et de notre formation, de comment on est. Je pense que cette personne qui arrive à parler aux demandes, c'est une personne qui se connaît elle-même très bien, qui connaît très bien ses points forts et ses points faibles, qui bénéficie aussi d'un regard extérieur de son entourage, qui peut accepter la critique, qui recherche et recense la critique. Et c'est cette personne-là qui peut, via ses critiques, évoluer vers ce qui lui manque pour parler à des demandes. Et il faut souvent, moi ce qui m'a aidé, et voilà c'est peut-être ça le conseil que je donne, c'est de prendre des gens extrêmes.
des gens extrêmement différents de nous, qui n'ont rien à voir, avec qui on partage peu, où on peut pas s'imaginer passer une soirée avec eux à discuter parce qu'on est tellement différents. Les prendre Est-ce que comme tu as exemple. dîné avec Berlusconi? Est-ce que c'est ça le fond de Non, l'histoire? mais voilà, j'ai quand même beaucoup observé des personnes comme Donald Trump. J'ai lu le livre de Donald Trump parce que j'ai procédé par extrême de dire, voilà, à l'autre extrême de continuum de chercheur ou businessman, qu'est-ce qui se trouve et comment il fonctionne, essayer de comprendre et de voir si je peux appliquer certaines choses ou apprendre. Et c'est comme ça que j'ai évolué, voilà. Ça, alors je reprends ma casquette un peu de coach 2 minutes. Ce que tu relèves, qui est plein de bon sens et très difficile, c'est ni plus ni moins que d'arriver à te forcer à être ouvert plutôt que rigide. Et je prends la parole 2 minutes, mais faut bien garder en tête que la position par défaut du cerveau, c'est fermé. C'est pas ouvert. Tout à fait. C'est je maintiens comme j'ai fait, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc c'est un effort, l'ouverture. C'est une violence. Important, ouais, c'est même une violence, c'est une déconstruction de la manière dont on a appris à fonctionner, de nos habitudes. Et c'est une véritable déconstruction. Moi, j'ai même pris des notes aussi lors de cette déconstruction. J'ai pris des notes de comment je fonctionne, de voilà ce que j'observe, ce qui marche pas. Et c'est violent, donc il faut être prêt à ça. On va pas tarder à arriver à la fin de l'interview. Moi, une question que je me pose, c'est t'as vécu tout le cycle d'entrepreneur et de chercheur avant, enfin tout le cycle chercheur, la partie thèse, doctorat. C'est quoi la plus grande déception que tu as eue, ou quelque chose qui est vraiment compliqué? Pour moi, paradoxalement, la déception est venue à la fin. C'est que, en fait, déjà la question de la réussite est un peu complexe. C'est-à-dire que beaucoup de monde pense que créer une entreprise et la vendre est une réussite. Après, il y a certains qui vous diront vendre une entreprise tôt, qui a que sa technologie, qui n'est pas devenue une licorne, c'est pas une réussite. Voilà, des fonds d'investissement souvent vous diront ça. Donc, moi, j'ai pris la décision de voir la chose de manière suivante, de me dire qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais créer une entreprise, faire la preuve de marché de ma technologie et la vendre pour sa technologie. Je l'ai fait. Maintenant, à la fin de ce parcours, quand je regarde dans l'avenir, c'est clair que dans l'avenir, il y aura d'autres projets et ces projets-là, il va falloir les faire à partir de zéro. Donc, on se dit lorsqu'on fonce, lorsqu'on galère pour arriver à son objectif, que à la fin de cet objectif, des futurs projets seront plus faciles. Mais non, ça sera juste des futurs projets. On arrive à la fin de l'interview. Avant ma dernière question, Milan, où est-ce qu'on envoie peut-être les personnes qui souhaitent entamer une discussion avec toi? Je sais que tu fais du mentorat d'entrepreneurs de temps en temps, même si c'est pas forcément ce qu'on va essayer de faire, mais peut-être des chercheurs qui aimeraient te rencontrer. Oui, ils peuvent me contacter sur mon site milstan.net et je réponds en général aux mails. C'est vrai que la Sorbonne souvent m'appelle pour donner des témoignages à des chercheurs qui veulent créer des entreprises. Ils ont des programmes maintenant, ils sont de plus en plus agiles et voilà, c'est vrai que je le fais de temps en temps. On mettra les liens dans la description de l'épisode. Donc la dernière question, dans les 2 petites minutes qui nous restent, c'est quoi la question qu'on te pose pas et que tu aimerais qu'on te pose? Alors, la question qu'on me pose pas, c'est et que je commence à me poser, c'est pourquoi tout ça? Eh ben, je te la pose. Bon. Tu as 2 minutes pour synthétiser la réponse à pourquoi tout ça, Milan? Pourquoi cette thèse? Pourquoi cette entreprise, ces pages? Voilà, pourquoi galérer alors qu'on peut vivre une vie simple? Alors pour toi, c'est quoi la réponse? Pour moi, la réponse, c'est cette impatience. C'est cette impatience de voir un monde qui change et de faire quelque chose. Et c'est vraiment une impossibilité de vivre des choix classiques. Par choix classique, j'entends faire des études, puis trouver un job, travailler pour un salaire, voilà, qui peut être tout à fait honorable et épanouissant pour la personne. Mais moi, j'y arrive pas à me contenter de ça. Je veux toujours plus. Et pourquoi je veux plus, je sais pas, mais
Mais voilà, c'est une question que parfois je me pose. Pourquoi tout ça? Et lorsqu'on galère à arriver à ses objectifs, et c'est difficile, il faut se dépasser soi-même, il faut apprendre à être différent, il faut acquérir de nouvelles capacités. Je me posais la question pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai pas pu vivre une vie simple alors que des gens de ma formation sont bien payés, vivent bien, voilà. Pourquoi je me suis fait tellement de difficultés? Et finalement, j'ai conclu que en fait, je pouvais pas faire autrement. Donc, je pense que c'est utile de se poser cette question, d'avoir la réponse en tête lorsqu'on rencontre des difficultés, parce que mieux vaut se le poser avant que quand la difficulté arrive. Merci beaucoup Milan, on sera ravis de savoir quels seront tes prochains projets et d'ici là, à bientôt. Merci Alexis. Au revoir.